Bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir demain. Nous avons d'autres ateliers sur des sujets qui sont étroitement liés au sujet que nous venons de discuter. Nous allons passer maintenant à la diversité et l'inclusion, à l'engagement. Le sujet suivant est peut-être le plus important. Sans celui-là, que faire? On va parler développement durable. C'est une session de 35 minutes. Nous avons Eric qui est là et Wendy Wood également. Nous vous retrouvons dans 35 minutes. C'est parti. Hi everyone, I am honored to introduce our guest speaker for the sustainability session at the Human Advantage Conference. Now, Beltran Bakula, who is Associate Director at BVNH Consulting and one of the BVA Group champions regarding sustainability, and myself will be speaking with Professor Wendy Wood. Wendy is a world leader in behavioral science. She has devoted the last 30 years to understanding how habits work. She is currently the Provost Professor of Psychology and Business at the University of Southern California and the author of a wonderful best-selling book, Good Habits, Bad Habits, The Science of Making Positive Changes That Stick, which was published in 2019, I think. Welcome, Wendy, at the Human Advantage Conference, and welcome, Beltran. Okay, so first of all, I would like to have your perspective on something that is quite curious to me. I think we all want to save the planet. So the intent is there, but often we don't adopt the relevant behaviors to reach this objective. Why is it so difficult for human beings to align intent and action? Why is willpower not enough to create positive habits? That's a great question because we all think it should be, right? If we're motivated and if we understand what we're supposed to do, then we assume that our behavior will just follow. But particularly with sustainability, we've seen that it doesn't happen that way. So right now, according to a recent Pew poll, about 80% of people in developed economies are willing to change their behavior. They say they want to change their behavior to address climate change. But we don't see much of that going on. And I mean, there are many examples of this. So there was that wonderful movie that Al Gore put together, Yes. An Inconvenient Truth, that actually contributed to him winning a Nobel Prize. And many people watched it. And after they watched it, the general consensus was people would say, I'm going to change my behavior. But when researchers followed them a month later, 2 months later, nothing. Had no effect. So we're seeing this big gap between what people want and understand and what they're doing. And that is actually understandable from the perspective of habits. Mm-hmm. Habits are what's important here. It's not enough to act in a sustainable way once or twice, or even for a week. In order for us to really make a difference with the environment, we're going to have to change our habits and do these sustainable things repeatedly. And habits as a memory system are not connected. They're not closely connected to our thoughts and our feelings. So we understand our thoughts and feelings really well.
right? We know what our beliefs are. We know what our politics are. We're concerned about the environment. But our behavior, our habitual behavior, is part of a neural system, a neural network that isn't connected to those parts of our brain. They're somewhat separate but interconnected neural systems. And that's why psychologists tell us, as researchers have found, that people can believe one thing very strongly and be concerned about the environment and not change their behavior. So it takes a very different strategy than the one that we're used to thinking about with behavior change in order to change habits. Habits don't change by us getting motivated, us deciding to exert control over our behavior. And that's because habits are part of this separate neural system, but it's also part of the way habit memories form. So habit memories form slowly, incrementally, over time. You don't form a habit the first time you do something. It takes a lot of repetition. And they don't decay very quickly either. So your self-control, your decision to change your behavior won't last as long as your habits. When we have habits to drive, to eat meat, to use single-use plastics, to take showers for 20 minutes, not to conserve water, those habits stick around long after we've gotten tired of trying to control them. And this is, most of the time, this is a good thing. Habits are not bad. Habits really help us get through the day without having to think too much about what we're doing. We can just repeat whatever we did in the past that worked for us, and that's great. But it's when we come to change, when we come to having to alter our behavior, like in the current climate crisis, that's when habits become a liability. Our habit memory keeps us using those single-use plastic bottles. It's just easier. We don't have to think about it. It's just what we do naturally. And we're all doing so many things in our lives. For most of us, climate change is not number one all of the time. So even if our willpower wasn't enough, we wouldn't remember. We're thinking about other things, trying to achieve other goals in our lives. Yes, that's so true. You were talking about our nervous system. Do you have in mind some specific cognitive biases which could explain why we don't act as much as we should do to contribute to save the planet? Yeah. So it's not a specific bias. It's more how habits work. Because our habits are really a reflection of the context in which we live. We think we're making decisions. We think we're acting on our goals. But once you start studying habits and understanding how they work, you realize how much of what we do is really driven by the context that we live in. So people repeat into habits what's easiest and what's most rewarding in a given environment. And once you form a habit, it starts to seem like, well, that's the normal thing to do. That's what's right. That's the regular response in this context. So
habits are a function of our environments, what we repeat in our environments. But once we form them, they start to take on a life of their own. They seem right and reasonable to us. I mean, it's why in Los Angeles, where I lived for a long time, the climate is the perfect place for bike riding. But nobody does that. Everyone drives a car. Amsterdam, which is a terrible climate for bike riding. Everyone rides a bike. And you talk to people in those two locations, and they're like, of course we do, right? All Angelenos drive. That's just what you do here. It's the right thing to do. It's what they practiced, and it's what's become habitual. So it seems right. And that helps perpetuate existing habits even further. So in order to change behavior, you have to not focus on people's goals or people's understanding. You want to change habitual behavior by focusing on the habit itself. And a direct way to do that is to change the performance context. Okay. So change the structure of the environment. It's not a matter of individual people being selfish, being short-sighted, not being concerned enough about others. I mean, there certainly are a few of those people out there, but that's not what the problem is here. The problem is that the structures we have built and the environments that we live in are not helping us form sustainable habits. And that's what habit research has shown. You can change habits by changing the environment. You don't change habits by changing people's beliefs. For most of us, that won't work. Okay. And do you have some examples of context change that will favorize people good habits? Yes, definitely. I actually have been doing some work with the Paper and Packaging Board, the U.S. Paper and Packaging Board, on recycling programs to try to understand why it is that some people are able to recycle and do so regularly, and other people just don't seem to do it at all. And it turns out that there are a couple of little hacks, little tricks that people who recycle regularly do. And it has to do with their environment. So they've set up their households so that there are recycling bins in every room where they generate trash, in their office, in their kitchen. They're not keeping them out in the garage. They have them available so they are easy to use. And they also have stickers. They're likely to have stickers up indicating what is recyclable and what isn't. So for everybody in the household, it's really easy. And this is the key, we think, to changing behavior on a broad scale, is helping people understand how to make desired behaviors easier to repeat into habits, and how to make ones that maybe aren't working so much for the environment, how to change them, how to alter them so people find them a little bit more difficult. Not that they can't do them, but just a little bit more difficult so that they're less likely to repeat them into habits. And I have my own story on this. I just moved from LA, but we lived in several areas in LA. And the last time we moved, I insisted that we move right by a train station. And I didn't buy a car, which is a very weird thing to do in LA, because I knew
that if I had a car, it would be too easy to get into it and just drive, even if the train station is there. But with a train station there, making it easy to take the train, and not owning a car, I lived a very non-LA lifestyle, and it was really fun because I got to walk and enjoy the beautiful weather. And I was using the train to get around. Not everybody has that kind of flexibility, obviously, but for me, it worked. There are things we can do in our own lives to make desired behaviors easier. We call it reducing friction on the behavior. And friction can be the time it takes to do something, how difficult a behavior is, or how effortful and thoughtful you have to be in order to engage in the behavior. Friction can be all of those things. You can, there are many ways, many ways to think about friction. What will work for you may not work for me, and vice versa. So if you want to eat more vegetables, have a more vegetable-based diet. I did for a while. And what I found was that when I was buying raw vegetables that needed to be cooked and washed, and I didn't do such a good job with them. But when I bought them already partially cooked or washed or cut up, I was much more likely to use them because there was less friction. And in fact, we did a survey with Produce for Better Health Foundation, asking people who consumed a lot of fruits and vegetables, who had a vegetable-based diet, which is good for the environment, what they were doing to make that possible. And that was a hack that they used as well, is they reduced the friction on preparation, on food preparation, so that they found it easier to stick to a vegetable diet, and they didn't find themselves going out and eating hamburgers and other sorts of things because they had easy stuff at home. So that thing about reducing friction is really important and something that we can implement in our own lives to change our habits and live a more sustainable lifestyle. Mm-hmm. So it means it's about the famous Make It Easy from Richard Taylor. If you want to encourage people to adopt a new positive habit, reduce friction and also make it easy for him or her to do the right thing. So reducing habits, making it easy, but you also mentioned for your case, you decided not to buy a car. So it means that for some key decision, they could have an important long-term effect when you make this good decision first. So maybe we could nudge people when they make such big decision to help them after to adopt new positive eco-friendly habits. Yes, and that's a really important insight, I think, because much of the friction that we can control, you really have to do that ahead of time, right? If you're in that situation where you're trying to decide, am I going to take the bus? Am I going to drive a car? You're lost, right? Mm-hmm. You've lost that decision because your habit's going to take over and you're just going to keep doing what you've done in the past. So much of this reducing friction requires being at the grocery store, buying fruits and vegetables that are already cut up, deciding you don't want to own a car, putting out the recycling containers in the rooms where you need them. All of these things require advanced thought to restructure
our environments, our local living contexts, to make some behaviors easier and others more difficult. Okay. You were talking more about our everyday behaviors, but if we look at private organization, according to you, what companies could do or must do to help their clients to adopt new eco-friendly habits and to help their employees to adopt also positive habits for the environment? That's an even easier task because organizations make decisions all the time about how to organize and structure the work environment and the opportunities that are available to organizational members. And they can be structured in just this way so that people will find it a little bit more difficult to act in unsustainable ways than to act in sustainable ways. And one of my favorite, I think I've told you this before, Eric, but this is one of my favorite studies of all times. It was done in the 1980s, and it was a study that was designed to get people to use the elevator less in an office building. And the reason I like this study so much is because they did just what we would do in trying to change our behavior. They started off by trying to convince people. So they put signs up all over. Take the stairs, not the elevator. It's good for your health. It burns calories. Don't take the elevator. It wastes electricity. It's not good for the environment. Signs were up for a week. No effect. So what these researchers did, they're very creative. They thought, okay, let's put a little friction on that elevator use. So they made the elevator door close more slowly, 16 seconds slower. And that cut elevator use by a third, which is tremendous. That's exactly what they were trying to do. And, if you'd asked me, I would have said, well, that wouldn't make any difference. If people want to take the elevator, they're going to go in there and they're just going to wait. But they learned very quickly that it wasn't convenient and there were stairs right there. So why not it's easier to take the stairs. You'll get there faster. And the lovely thing about the study is they kept the elevator doors slow for a month. And then at the end of the month, they put them back to their regular speed. And people kept taking the stairs. Because in that month, they practiced taking the stairs so much it had become their habit. And it now seemed like the right thing to do and the proper and the easier thing to do. So they just did it. And that's a lovely illustration of how you can change people's behavior through friction in ways that just isn't easy to do by convincing people or by trying to motivate them. Focusing on the behavior directly is what is really important in habit change. You mentioned the importance of friction again here, and being focused on behavior first. But what also organization can do regarding their product and services? Do you have any advice for them to help their consumers, their client, to adopt eco-friendly habits because of the product and services which are offered by the organization and the companies? Well, they can make those products and services
low friction. Mhm. When they are, so we're seeing this a little bit in transportation in the US, that cities, towns, municipalities are going to biking and bike shares. Bike shares make it easy for people to get a bike and just leave it somewhere. They are reducing parking spaces, so it's harder to drive into the city. And they're setting up congestion pricing and other sorts of ways of making it clear to people that there's a charge, that there's friction on that behavior. So that's one example, is adding friction. But there's another one, a second one that is equally important in forming habits, and that's rewards. Mm. People form habits when they repeat behavior, and we've talked a lot about friction. People repeat behavior when it's easy, low friction. People also repeat behavior, though, when it's rewarding. And this is one way that companies, industries, can really help people change their behavior, is to make the new, more eco-friendly products more rewarding. I did a survey for the Paper and Packaging Board, as I said, in the US, and we asked people, would you be willing to spend more for a sustainable package that you could display out front, so when it was delivered, people would see you're concerned about the environment. You're concerned enough to have purchased a special package that can easily be recycled. And consumers said yes, that they would spend extra money just to feel good about what they are purchasing, and maybe to display it off to their neighbors too. So that kind of reward is very important for consumers as well. We've seen Procter & Gamble introduced recently in the US, maybe it's already been in Europe for a while, bars of cleaning products, shampoo, soaps, other things that don't come in plastic containers. And that's another chance for people to feel good. Mm-hmm. So green marketing is great as a way of adding to people's good feelings about using sustainable products. And rewards are very important for forming habits. I remember in your book, I think you mentioned the idea of intrinsic reward, a link to the habit and the behavior itself. Exactly. Intrinsic rewards are really good for building habits. Intrinsic rewards are ones that are part of the experience themselves, because habits build most directly when you experience the reward as you're performing the behavior. Giving yourself a reward way in the future isn't going to form a habit. It's not going to get you to repeat the behavior, and you're not going to see the release of dopamine, which is a neurochemical that our brains release when we get a reward, and that helps us to build habits. So that dopamine release when you perform a behavior is really important to forming new habits. So you want to feel good while you're doing it, right when you're doing it. And intrinsic rewards are good for that. But extrinsic rewards that also occur right when you're doing the behavior, they can be helpful too. Maybe one other question, since the release of your book that Eric mentioned before, Good Habits, Bad Habits.
What have you learned? And what are the subjects, the topics you are working on currently? Well, it underscored, writing the book, let me say first off that I wrote the book because there's a lot of speculation out there on what habits are and how they work. And I wasn't seeing the science out there being explained to people. Instead, you see a lot of, a lot of people's pseudo explanations is the best I can come up with for how habits work. Habits, because they're this unusual memory system, we don't have direct access to them. So we can't introspect about them in the same way that we don't know our habits in the same way that we know what we think and what we feel and our emotions. So it's not easy to figure out what they are. Yeah. And that's why I wrote the book, is I wanted to share all the science with people so that we could more accurately, we could do a better job of changing our behavior. And in writing the book, it made me even more convinced of how much of our behavior is really relevant to habit. That this underlies so much of what we do. So in recent years, I've started talking with HR groups about the challenges of having employees work from home and now have to embrace some hybrid model, or else in some organizations go back to the office completely, and what that does to their habits and how to try to smooth that disruption that all of us experience and how to understand it. Why is that so hard? You're just working, you're just taking your job one place to another. Why would that be disruptive? But it is. So I started talking with HR groups about that. I also work on habits in social media because social media forms certain types of habits, and they're not necessarily ones that are good for us or good for politics or social relations in general. So we've started actually designing new social media interaction platforms that form beneficial habits, that encourage people to share true information, that encourage people to be pro-social instead of just do this kind of harmful social comparison. So we've gotten into social media some too. And I also work with the CDC on health habits, because so many of our health challenges right now are lifestyle challenges. And so health really needs to focus on prevention, needs to focus on lifestyle change. And we've been working with the CDC on particularly issues of diabetes. Type 2 diabetes is a lifestyle disease in large part and can be controlled through changing lifestyle for most of the time. So we've been doing a lot of different work on habits in very different areas, and it's been great fun. I love doing these kinds of talks. I really enjoy working with organizations, and I've even started my own consulting business, working with organizations on their own habit challenges and how to address them. So I think you're doing a wonderful service, Eric, and I'm really appreciative of being involved. That's great. Wonderful topics. I love what you have shared about
the power of habits and also your new topics. Maybe a last question before we start our roundtable. What advice would you give to Chief Sustainability Officer to be more efficient and to accelerate the desired change for the planet? Well, we've already, to put it in a positive framing, we've already done a great job educating people on the need for change. The next thing to do is figure out how to help them change. And that, going back to what I've said this whole session, you need to focus on the behaviors. You need to know what the behaviors are that you're trying to increase, which ones you're trying to decrease, and then use friction and rewards, which work directly on the behavior itself to influence performance and influence the habits that people form. Okay, that's a wonderful advice. Thanks a lot for this amazing conversation, Wendy. Oui, une conversation géniale. Je suis sûr que vous l'avez appréciée. Je sais qu'Adrien l'a vraiment apprécié parce que Wendy, c'est vraiment son universitaire préféré. C'est un grand fan de Wendy. Alors, on va commencer maintenant notre table ronde à distance avec Sacha qui est consultant en innovation à Southern Water, Cannon Pal qui est senior advisor des investissements responsables chez BNP Paribas et Richard Wright qui est le directeur des comportements durables chez Unilever. Voilà, donc là, je pense que vous avez compris le principe. On a donc une table ronde qui sera animée par Richard Bordenave de chez nous, basé à Singapour. Je vois qu'il est déjà en ligne. Et ensuite, nous aurons, comme d'habitude, 10 minutes de questions-réponses. Donc, mettez-les dans le chat et Richard pourra les poser à nos invités. Bonne table ronde. Merci Ted, merci Eric, je suis ravi de vous accueillir à cette table ronde. Alors là, on va vraiment faire le tour du monde, puisque c'est fait à distance. On va passer du Royaume-Uni, Afrique du Sud, l'Asie du Sud-Est, Singapour pour moi-même. Et ici, le développement durable est une véritable priorité. Alors Sacha, bonjour. Vous êtes à la tête d'une équipe d'innovation en interne qui utilise l'approche comportementaliste chez Southern Water, donc une société de distribution d'eau. Quels sont les grands défis auxquels vous faites face dans votre entreprise et dans le sud-est de l'Angleterre? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis directrice de l'innovation chez Southern Water, qui est donc une entreprise qui s'occupe de la gestion de l'eau et des déchets dans le sud-est de l'Angleterre. Et l'un de nos grands défis, c'est d'essayer d'avoir de l'eau propre, un approvisionnement durable aujourd'hui et à l'avenir. Donc évidemment, la tension, le stress hydrique est quelque chose qui est une réalité, y compris au Royaume-Uni, même si c'est contre-intuitif. Donc c'est une zone qui est soumise à un stress hydrique très fort.
Donc la demande pourrait bientôt être supérieure à l'offre pour évidemment différents facteurs, croissance de la population, changement climatique, énormément d'infrastructures, de construction en ce moment, des changements de comportement aussi. Les gens commencent à avoir l'habitude d'utiliser moins d'eau, mais aussi une infrastructure vieillissante et puis la protection des sources d'eau, donc dans les quantités qui sont extraites de l'environnement. Donc comment est-ce qu'on peut encourager les clients à adopter ces comportements durables sur l'utilisation d'eau à long terme, éviter le gaspillage et réduire la consommation globale? Donc il y a un certain nombre de solutions technologiques qui peuvent aider. On investit dans des technologies assez passionnantes, mais la réussite, ça va être le changement d'habitude. Et il y a un certain nombre de défis assez importants. Donc moi, un point sur lequel je travaille, c'est un programme de tout notre secteur qui cherche à réduire la consommation à 100 litres par client et par jour. 100 litres, on a l'impression que c'est beaucoup, alors qu'en fait, c'est pas tant que ça. C'est un grand défi quand même pour notre entreprise et pour notre secteur. Donc en termes de comportement, on en a déjà parlé précédemment. Il faut regarder le consommateur final ici, le client final. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir dans la compréhension, peut-être des barrières qui existent à ces changements de comportement? Oui, absolument. Je dirais qu'il y a 3 grands défis. D'abord, c'est un manque de sensibilisation. C'est le grand paradoxe de la pluie au Royaume-Uni. C'est un pays où il pleut tout le temps, et donc les gens n'arrivent même pas à imaginer qu'il puisse y avoir des problèmes de stress hydrique. Et puis, on a fait une étude sur environ 2000 adultes, et 70% pensent que c'est un pays où il pleut tout le temps et qu'il y a forcément des nappes phréatiques énormes partout. Donc il y a vraiment une absence de sensibilisation, de connaissance de l'eau. Et puis l'eau est vraiment une consommation cachée. Ils ne perçoivent que le montant physique qu'ils utilisent. Donc j'ai parlé à un client récemment, on lui a dit combien il avait consommé, c'était assez bas, et il a dit « je ne comprends pas, je bois une tasse de thé, une carafe d'eau », et il ne comprenait pas. Et toutes les autres consommations qu'il avait, il passait par exemple sa cour au Karcher de temps en temps, mais il n'avait pas conscience que c'était de la consommation d'eau. Et c'est cette question de la sensibilisation qui est cruciale. Et puis il y a aussi un manque d'engagement. J'ai dit l'eau est évidemment un comportement un peu caché, qui n'intéresse pas vraiment les gens. Moi, ça ne m'intéressait pas avant que je travaille dans ce secteur. Les gens veulent juste allumer le robinet, ils veulent juste que ça marche, ils ne s'intéressent pas aux détails. Et donc, pour que les clients le comprennent bien, ça c'est une grande difficulté. Et puis, comme les gens n'y pensent pas vraiment, ne connaissent pas vraiment, c'est pas vraiment une des grandes préoccupations climatiques. Et puis l'eau n'est pas très chère. Dans la question-réponse, on a parlé ce matin des prix, de l'augmentation délirante des prix de l'énergie, mais il n'y a pas vraiment la même chose pour l'eau, parce que l'eau reste abordable. Donc il faut essayer de trouver d'autres moyens de motiver les clients à maîtriser leur consommation. Et ça, c'est un défi intéressant. Et puis, je crois que le point le plus intéressant, comportementaliste, c'est les biais qui sont en œuvre. Par exemple, il y a des exemples qu'on a identifiés. Le premier, c'est une sorte de mieux que la moyenne. La plupart des gens pensent que leur comportement est dans la moyenne ou mieux que la moyenne. Donc, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont besoin de changer leur comportement. Mais ce sont vraiment des comportements inconscients. Il faut qu'ils comprennent à quel point la quantité d'eau qu'ils utilisent en réalité. Il y a les normes sociales aussi. On ne voit pas les gens qui nous entourent utiliser de l'eau, donc on a du mal à se comparer avec nos pairs. Et puis, il y a aussi une pensée à court terme, hyperbolique, où on essaie de privilégier la récompense à court terme et pas les gains à long terme.
Donc, comment est-ce qu'on fait pour récompenser maintenant alors que les impacts ne seront ressentis que beaucoup plus tard? Par exemple, on peut rentrer chez soi quand il fait très froid et se faire couler un bain. Comment est-ce qu'on fait comprendre que tout ça peut répondre à des objectifs à plus long terme? Et puis, je dirais aussi que, et c'était très intéressant dans la keynote, la plupart de nos clients ont vraiment envie de se comporter comme il faut, mais identifier les bonnes motivations, ça a été très très difficile. Et ça reste une difficulté, donc c'est pas parce que les gens pensent savoir ce qu'ils doivent faire qu'ils vont le faire. C'est plus compliqué que ça, donc ça, ce sont les grands défis de notre programme. Oui, c'est un super programme parce que c'est un problème connu, hein, consentir des efforts sans en obtenir les récompenses, c'est compliqué pour les consommateurs. On a tous des défis auxquels on fait face, bien sûr. Et puis c'est aussi quelque chose que toute l'entreprise est en train d'essayer de gérer. C'est pas simplement changer les comportements des consommateurs, mais peut-être aussi la façon dont on parle au consommateur final. Et là, il faut qu'il y ait une sorte de changement culturel. Alors vous travaillez avec une équipe qui travaille là-dessus, mais qu'est-ce qu'une utility fait quand elle essaie d'investir dans la compréhension du client final? Oui, alors pour notre programme Target 100, je crois que la contribution de notre équipe, et avec la contribution des sciences comportementales, c'est que tout cela était très innovant. Et en fait, on a mis toutes nos cartes sur table, on a réuni tout le monde, nos collègues, nos partenaires, nos parties prenantes, tout le monde dans la même salle, pendant une espèce de session de 3 jours. Et en fait, c'est assez difficile de réunir tous ces gens pour qu'ils réfléchissent vraiment. Et donc, on leur a dit de ne pas faire leur mail, mais de vraiment se concentrer. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quel est le potentiel? Donc, pour vraiment essayer de dresser un bilan des réalisations, etc. Et puis, ça a remis en cause, en fait, l'idée qu'on se faisait de nos clients, parce qu'on travaille dans un secteur, évidemment, on a une véritable passion pour l'eau, mais tout le monde n'a pas cette passion. Donc, il faut vraiment comprendre le niveau de connaissance des clients, leur motivation. Et puis donc, il faut créer un safe space aussi pour discuter de ça. Et puis, je crois que là, on a eu la bonne expertise en sciences comportementales. Donc, on a eu un certain nombre de leviers pour changer les comportements clients. Et je crois qu'on a aussi regardé ce qui se passait en dehors de notre propre secteur. Et on a listé des interventions à prioriser. Et puis un banc d'essai, des innovations, tester les innovations, voir si ça marche ou si ça marche pas, avant de les dérouler, de les mettre en place pour les clients. Donc, certains exemples des leviers qu'on teste, par exemple, des retours en temps réel avec des compteurs intelligents. Ça, c'est pas vraiment en fait, il faut comprendre comment tirer le meilleur parti. Hein. C'est pas simplement les retours des clients ou les données. C'est comment est-ce que ça peut correspondre à nos connaissances scientifiques ou améliorer l'engagement avec les clients. Et puis il y a aussi la question de la réciprocité, évidemment. Il faut qu'on soit exemplaire nous-mêmes. Il faut qu'on répare les fuites, qu'on optimise nos sites, que nous-mêmes, que tous les collaborateurs utilisent l'eau aussi de façon efficace. Alors il y a différents segments, donc il y a les messages dans la communauté, les générations futures aussi vont compter, comment est-ce qu'on peut aider l'avenir, comment est-ce qu'on peut aider à améliorer l'avenir de ses petits-enfants par exemple. Et puis les changements d'habitude. Wendy en parlait dans sa keynote. C'est très très dur de changer les habitudes, surtout les habitudes qui sont inconscientes et dont on n'a pas conscience de l'existence. Il y a des moments où les personnes sont plus ouvertes au changement, par exemple, quand nos clients déménagent
quand ils partent à la fac. Là, on peut vraiment attaquer là-dessus. Il faut vraiment s'immerger dans tout ça, plonger dans la réalité du terrain. Merci beaucoup pour tous ces exemples vraiment très concrets. On peut maintenant passer dans une autre zone du monde avec Richard qui a travaillé dans de nombreux coins du pays sur les comportements durables. Il travaille chez Unilever, il a travaillé partout dans le monde pour gérer des projets sociaux en Afrique, en Asie du Sud-Est, pour publier, et il a pas mal publié. Donc quand on a parlé j'ai vu que vous aviez une approche assez systémique des changements des comportements, parce qu'il y a des questions sociales, économiques et comportementales intégrées. Donc, qu'est-ce qui fait que vous utilisez, par exemple, votre approche des marchés, etc. Vous pouvez peut-être nous parler de l'initiative Transform? Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez. Oui, je suis basé au Royaume-Uni, mais je travaille principalement en Afrique et en Asie du Sud-Est. Donc, une grande partie du programme est intitulé Transform. C'est un partenariat public-privé entre Unilever, le gouvernement britannique, et EY, et beaucoup d'autres partenaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on apporte notre soutien à des entreprises sociales dans des pays à bas ou moyen revenu. Et on pense que c'est très important parce que ces changements comportementaux vont se dérouler dans le marché. C'est moins une question de pub télé ou de communication de masse. C'est vraiment comment les entreprises peuvent répondre aux besoins quotidiens des gens. Et ce qu'il faut faire, en fait, évidemment, le monde fait face à d'immenses défis et certains sont vraiment très impressionnants. Mais si on regarde le changement économique, on parle de l'innovation dans le business, des nouveaux produits, des nouveaux services, de la digitalisation aussi. Ça crée des opportunités énormes de changer les comportements. Là, ce sont des pays qui ont des populations jeunes. Il y a des situations, là Sacha parlait des situations où on pouvait impulser ces changements, mais quand on est jeune et pas très riche, on est beaucoup plus ouvert au changement. Mais tout cela, c'est plutôt des constatations sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de recherches scientifiques là-dessus. La digitalisation, etc. Mais en fait, il y a assez peu d'applications rigoureuses de la science du comportement. Donc moi, mon métier, c'est d'essayer de voir comment on peut utiliser les sciences comportementales dans ces situations très complexes. Ce sont des domaines très concrets, pas forcément un peu étanches au monde scientifique, mais qui ont besoin de notre aide. Vous pouvez nous parler d'exemples, nous donner des exemples de changements? Oui, je pense que une des choses les plus importantes, c'est pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Pourquoi est-ce que vous êtes préoccupé par tout ça? Parce que nous, on pense aux petits épiciers avec, je sais pas, du savon pour que les gens se lavent les mains plus souvent, etc. Et si on améliore la vie du petit épicier, du petit boutiquier, c'est intéressant. Donc, mais pour vous donner un exemple concret, par exemple, et pas trop simpliste, je crois qu'un des bons exemples qu'on a, c'est une entreprise qui s'appelle Clean Team. C'est une entreprise de propreté au Ghana. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Généralement, ils louent des toilettes, des WC, mais qui ne sont pas reliés aux égouts. Donc, il faut qu'ils soient vidangés. Donc, ce sont les personnes qui sont un peu pauvres dans le quartier de Kamassi avaient maintenant des toilettes louées. Plutôt que d'aller dans les toilettes publiques, les toilettes louées à domicile.
Alors évidemment, ça faisait des revenus pour les gens qui travaillent, pour Clean Team, mais aussi, une des choses qu'on a découvertes et qui avait un énorme impact, c'est que ça avait justement un énorme impact sur les foyers. Donc les femmes n'avaient plus besoin d'aller dans les toilettes publiques la nuit, ce qui crée des situations à risque, donc elles n'étaient plus exposées aux pathogènes qu'on voit dans les toilettes publiques. Les enfants ont commencé à aller aux toilettes plus tôt, donc il y avait moins de matière fécale qui traînait dans les domiciles, et puis donc énormément de bienfaits d'un point de vue hygiénique. Parce qu'une fois qu'on a ses propres toilettes, on a du savon chez soi pour se laver les mains. Et il y a 75% de chances en plus de se laver les mains après avoir déféqué. Et tout ça est en parallèle avec une campagne de communication de masse. On a une amélioration de 10 ou 15% si vous faites une campagne nationale. Donc là, on voit vraiment qu'il y a évidemment des bénéfices d'un point de vue social et d'un point de vue sanitaire, mais ça impulse aussi de grands nombres de changements de comportement. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait, évidemment, dans les sciences du comportement, sur des comportements spécifiques, mais il peut aussi y avoir des bénéfices induits de ces changements. Donc, des changements de comportement économique, en plus de changements en termes d'hygiène. Donc tout est lié. Quand on a discuté de tout cela un peu en amont, je vous ai demandé quel était le plus gros défi que vous voyez dans le développement de ces innovations systémiques, et vous avez parlé de l'universalisme. Alors j'étais assez surpris. Je pensais que ce serait quelque chose dont on pourrait parler aujourd'hui, parce que j'imagine que vous avez dû constater comment la culture est un facteur important dans le changement de comportement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Bon, je suis assez fier de certains de mes échecs, enfin peut-être pas fier, mais en tout cas, je pense avoir su apprendre de mes échecs. Et ce que j'ai découvert sur, je sais pas, sur les 20 dernières années de mon travail dans ces pays-là, c'est que l'universalisme pose de grands défis. Moi, j'ai l'impression que l'universalisme, c'est un peu la création de gens qui sont un peu comme moi. Quand on est inspiré, quand on commence à réfléchir au changement de comportement, on se rend compte que quand même, les gens ne sont pas forcément exactement comme nous. Ils ont des cultures différentes, des intérêts différents. Mais on a du mal à le prendre en compte. Et j'ai découvert, par exemple, si vous prenez des innovations qui marchent bien aux États-Unis, surtout à l'Ouest ou en Europe, et puis qu'on essaie de transposer ces innovations en Asie du Sud-Est ou en Afrique subsaharienne. Et en fait, nous, on a une compréhension assez individualiste de pays riches que l'on apporte dans un esprit beaucoup plus collectif du Sud. Et ça marche pas si bien, c'est moins attirant, donc il y a un vrai défi. Vous avez quelque chose qui, disons, a été designé à Londres ou à San Francisco, mais en fait, il y a pas mal de choses. On travaille quand même pas mal sur la façon dont ces technologies, s'il y a une appropriation de ces technologies dans ces zones-là. Donc un Mazungu, en Swahili, c'est un blanc. Et ça veut dire quelqu'un qui est perdu, en fait, le mot. Et moi, j'y vais, je suis un Mazungu, je suis toujours le Mazungu. Et je crois que mon premier métier, c'est d'essayer de comprendre comment, d'essayer de commencer à comprendre comment être moins perdu. Vous avez des exemples de choses qu'il a fallu arrêter ou... Oh oui, plein. Vous commencez. On a vu dans les campagnes au Kenya et puis en Zambie
il y a, les technologies, le high-tech n'a pas vraiment pris. Il n'y a pas eu d'adoption du Wi-Fi dans les campagnes au Kenya, par exemple, parce que cette habitude de l'Internet à haut débit et tout ça, c'était pas quelque chose qui les intéressait pas tellement. Et puis, il faut payer pour aller sur Internet. Et puis, quand on paye et qu'on s'en sert pas beaucoup, évidemment, c'est pas forcément très séduisant. Mais une de mes anecdotes préférées, j'aime bien la raconter, c'est que on était au Bangladesh et on essayait de lancer une appli pour les pharmaciens, pour assurer le suivi des gens à qui ils avaient prêté de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de prêts d'argent ou de crédits qui sont faits aux clients pauvres, sinon ils n'ont pas les moyens d'acheter les produits. Avant la fin du mois, avant de toucher leur paye. Et donc, on a dit, on pourrait vous faire une petite appli pour votre smartphone pour suivre vos crédits, vos paiements, etc. Et donc, pour la faire courte, et ils disent, non, mais nous, on utilise juste un cahier. Et on dit, mais pourquoi? Parce qu'il dit, parce qu'à la fin de l'année, je ferme le bouquin, je liste les dettes, et j'invite tout le monde à une fête. Et là, j'ai compris qu'en fait, l'appli était fondée sur une décision purement business, alors qu'en fait, le livre, le cahier de prêt, exprimait plus son statut dans la communauté et ses interactions avec la communauté. C'était une façon pour lui de donner à la communauté. Donc nous, on avait l'approche ultra business occidentale, à comparer avec les rapports que lui envisageait avec sa communauté et la façon dont ça ne matchait pas avec cette technologie. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je crois qu'on va passer justement en Asie du Sud-Est, maintenant à Singapour, et puis on reviendra à certains de ces sujets et chacune et chacun d'entre vous pourrez vous poser des questions les uns les autres. Et puis donc là, on a quelqu'un qui est un peu en amont de la chaîne de valeur parce qu'il est là pour travailler sur les investissements durables. Il est spécialiste des investissements durables chez BNP Paribas à Singapour et donc il définit les classes d'actifs pour les investisseurs. Alors, vous êtes assez nouveau dans le domaine de ces sciences comportementalisme et vous voyez comment on peut encourager des investissements plus durables. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la promotion de cela pour une banque, au BNP Paribas? Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, effectivement, je souhaite vous décrire rapidement ce que nous faisons. Nous sommes leaders dans le développement durable et dans les investissements durables depuis 2007. Alors, c'est un des 3 piliers de notre stratégie, c'est la croissance, la technologie et donc le développement durable. Effectivement, on ne peut pas gagner dans un monde perdant. Donc, ces questions, ces défis sont absolument importants. Nous faisons partie du Net Banking Alliance pour gérer nos portefeuilles. Je travaille personnellement dans la business line gestion d'actifs. Notre objectif, c'est de venir en aide à nos clients afin d'eux-mêmes avoir un impact positif. Nos clients sont généralement des clients qui sont fortunés. Ce sont des entrepreneurs, par exemple. Nous avons différents profils de clients auxquels nous proposons nos conseils. Et les investissements, l'idée d'investir de manière durable
sont importants. Évidemment, ce qui compte, ce sont les retours sur investissement et à quel horizon. Ce que nous avons remarqué, c'est que la prise de conscience est en train d'évoluer, d'augmenter de manière très rapide en Asie, mais il y a un fossé entre les idées et la réalité. Effectivement, on parle souvent du rôle central de ce sujet et malgré cela, seulement 25% des investisseurs investissent de manière durable. Alors, vous avez un contact fréquent avec vos clients. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce fossé, celui que vous venez d'évoquer, existe? Alors, je pense que ce fossé perdure parce qu'il y a beaucoup de une incompréhension quant au sujet. D'abord, il est important que chacun puisse comprendre de quoi on parle quand on parle de développement durable et d'investissement durable. Dans l'esprit de beaucoup, l'idée c'est qu'en investissant dans du durable, les retours sur investissement seront moindres. D'autres font l'amalgame avec la philanthropie ou avec le greenwashing également. Donc certains sont particulièrement prudents quand il s'agit d'investir dans des fonds durables. Nous avons lancé un projet Nudge pour essayer de comprendre les moteurs psychologiques qui interviennent pour essayer d'abaisser les barrières, d'éliminer les obstacles. Nous avons donc eu des entretiens avec des clients et des banquiers aussi pour essayer de comprendre quels étaient les biais comportementaux observés chez eux. Très bien. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce que vous avez pu trouver? Oui, il existe plusieurs biais. Je vais vous en proposer un. C'est la crainte de perdre, tout simplement, d'accuser de perte financière. Dans l'esprit de nombreux clients, investir dans du durable n'est pas forcément synonyme de retour sur investissement. Et puis, beaucoup de clients ne savent pas ce que c'est que les investissements durables ou l'investissement durable, avec de nombreux acronymes qui ne sont pas toujours compris. Et puis, autre élément, le statu quo, le biais du statu quo. La plupart des investisseurs investissent toujours avec une perspective financière. La perspective développement durable n'est pas là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer. Et puis, il y a aussi un côté abstraction. Quel est le lien entre l'argent que j'investis et l'environnement ou la planète? D'accord. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les habitudes ont la vie dure. Vous avez essayé d'atténuer un certain nombre de biais. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que vous avez essayé de faire et comment vous pensez pouvoir atténuer ces comportements? Tout à fait. Nous avons travaillé sur le sujet des habitudes, la question étant de savoir comment on peut modifier les anciennes habitudes. Alors on peut augmenter le niveau de friction sur les anciennes habitudes avec des listes d'exclusion. Voilà, si vous êtes dans tel ou tel secteur, le pétrole par exemple, vous êtes exclu. Par exemple, vous n'êtes plus dans nos recommandations d'investissement. Nous avons des politiques d'investissement. Nous avons des listes de contrôle qui nous permettent de savoir quelles entreprises ne se comportent pas de manière vertueuse, par exemple. Donc, ça, c'est une première chose. L'idée, c'est de changer les habitudes en changeant l'environnement. Et lorsque nous émettons des recommandations, nous essayons de faire des recommandations, on va faire des entreprises qui sont plus durables. Ensuite, la deuxième question, c'est comment forger de nouvelles habitudes. Pour ce faire, il faut agir. D'abord, il faut répéter les choses.
Les habitudes ne se prennent pas en l'espace d'une semaine, d'un mois, voire de 3 mois. Il faut donc communiquer encore et encore, proposer des formations, des newsletters. Et ce qui est important, c'est que le client a besoin d'informations concrètes. Inutile de lui donner des informations très complexes ou des études très complexes, mais il faut communiquer. Lorsque nous avons des réussites, des success stories, il faut en parler aussi. Donc ce sont un peu les différentes choses que nous faisons et nous essayons de répéter fréquemment ces communications. Ensuite, il faut récompenser. Nous organisons des campagnes par exemple, pour mettre en avant des équipes spécifiques chez nous qui ont fait des efforts en particulier. L'équipe qui gagne eh bien, peut choisir de donner une somme d'argent à une œuvre de charité, par exemple. Nous mettons également en place des indicateurs clés de performance, des KPIs, mais des récompenses financières, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait du plaisir aussi, il faut que la chose soit ludique. Donc nous organisons à cette fin des activités de team building, où on ne parle pas tant investissement, mais où on a une approche beaucoup plus ludique, par le jeu, par exemple. Nous organisons par exemple des jeux pour essayer de comprendre les mécanismes du changement climatique. Donc la gamification, c'est un autre exemple. Je crois qu'il est important aussi d'encourager le succès. Ceux qui arrivent à atteindre des objectifs, de nouveaux objectifs, eh bien, à nous de leur donner la reconnaissance méritée. Merci beaucoup pour ces exemples très concrets, Canol. Je crois que cela montre bien que parfois, en réorganisant les choses, en faisant un marketing différent, en communiquant de manière différente, on peut réorienter les comportements, modifier les comportements. Et et c'était intéressant, parler beaucoup du rôle du comportement et des habitudes. On va ouvrir maintenant la table ronde à nos questions. Nous avons reçu pas mal de questions dans le chat. Alors, la première question est la suivante. Certaines entreprises ont des équipes internes d'innovation. D'autres entreprises, non. Pouvez-vous nous conseiller où il conviendrait de démarrer si vous êtes une entreprise qui souhaite démarrer une équipe innovation? Comment le faire? Comment est-ce qu'on démarre ce processus lorsque vous n'avez personne ou que vous êtes loin d'avoir une équipe en place et une équipe expérimentée? Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait répondre à cette question? Alors, je peux répondre à la question, dit M. Canol-Pal. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une immense équipe sur le sujet, mais c'est de travailler avec ceux chez nous qui comprennent le sujet et d'aller plus loin. Donc, nous avons une équipe plus ou moins formelle en place, un peu nos ambassadeurs SRI. L'idée, c'est que eux puissent montrer aux autres pourquoi le sujet de l'investissement durable est important. Donc l'idée, c'est un peu de créer une culture interne sur le sujet, plutôt que d'avoir une très grosse équipe ou un département dédié. Sacha, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez mis en place votre équipe et suscité l'enthousiasme?
Alors, je crois que créer le bon environnement, c'est très important, c'est toujours comme ça. Créer un espace où l'on peut tenter, échouer aussi, c'est important. On sait que dans les sciences comportementales, c'est très important. Et accepter aussi que les solutions qui sont développées ne fonctionneront pas à chaque fois pour tout le monde. Il faut accepter cette idée de tester, d'échouer parfois, de retenter. Alors, autre question, peut-être un peu plus compliquée celle-ci. Certaines entreprises ont utilisé le plastique, le packaging, pour rendre leurs produits plus abordables. Ceci va à l'encontre du développement durable. Comment peut-on répondre à cette problématique, avoir des produits à la fois abordables, tout en étant abordables et faciles à utiliser pour le client final, pour l'utilisateur final? Alors, je vais répondre à cette question, dit Monsieur Richard Wright. Alors, on a parlé effectivement, on parle beaucoup de réduction des emballages. Il y a des changements comportementaux à opérer, des changements au niveau de l'hygiène aussi. Donc, énormément de défis, mais défis de comportement avant toute chose. Lorsque nous travaillons, enfin en tout cas, nous travaillons sur plusieurs projets aujourd'hui sur le sujet afin de réduire l'usage de plastique, d'emballage, sur l'idée du recyclage aussi de plastique. Il faut donc innover au niveau du packaging, mais il faut également innover autour des comportements. Donc ce sont deux aspects très importants. Il faut d'abord que le public, le grand public, accepte et comprenne bien, reconnaisse. Donc, il faut que les gens, évidemment, aient cette conscience de l'impact sur l'environnement, sur l'eau, etc. Et puis, il faut également travailler ou retravailler, définir ou redéfinir de nouveaux modèles de collecte, par exemple. Et je crois que là, nous avons un énorme chantier à faire sur la collecte de ces plastiques. Alors, nous avons chez Unilever des objectifs extrêmement objectifs. Je pense que, clairement, une des parties les plus complexes, c'est bien de modifier les comportements. Très bien, je regarde toujours le chat. Je vois d'autres questions, des questions d'ordre un peu technique. Alors, j'en prends une. Lorsque vous utilisez le nudge avec vos clients ou vos collaborateurs, est-ce que vous leur exprimez également l'importance des risques et pas seulement des opportunités? Est-ce que vous leur soumettez bien les deux idées, les deux extrêmes, plutôt que de leur vendre uniquement le côté prometteur sans évoquer le risque? Alors, c'est une bonne question. Alors, bien évidemment, nous faisons bien les deux parties. Lorsque nous travaillons lorsque nous avons démarré, on pensait énormément aux risques, bien évidemment. Quels sont les risques? Nous avons cessé de recommander certaines entreprises, les gaz de schiste, les entreprises qui travaillent dans les secteurs les moins vertueux. Et donc là aussi, c'était une façon de gérer les risques, mais je pense qu'il est important, effectivement, de bien anticiper et de gérer ces risques. Alors, les opportunités, oui, nous en parlons avec les progrès de l'économie verte, des nouvelles technologies. Il y a pléthore de nouvelles opportunités d'investissement.
Donc, nous sommes passés vraiment plus aujourd'hui du risque aux opportunités. Nous avons des systèmes qui sont capables d'analyser la nature durable d'une entreprise. Et parfois, on a à première vue la sensation qu'une entreprise est très vertueuse, et puis en grattant un peu, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on a aujourd'hui des systèmes beaucoup plus fins qui permettent de faire ce travail et ensuite d'éduquer le client. D'éduquer le client pour qu'il puisse comprendre ce qui se trouve derrière chacune des opportunités d'investissement. Écoutez, nous en arrivons au terme de cette table ronde. Je souhaiterais remercier l'ensemble de nos intervenants. Nous avons beaucoup appris, entendu beaucoup de choses intéressantes. Je souhaiterais remercier les organisateurs, les gens à Singapour notamment. Je sais que certains d'entre vous se sont retrouvés dans un restaurant pour nous écouter, donc voilà, nous vous envoyons plein de bonnes choses, toutes nos salutations, et puis c'est Ted qui va reprendre le relais à Paris en direct. C'est à vous. Merci. Écoutez, l'heure de la pause est arrivée. Il faut faire des pauses. Caroline nous l'a dit tout à l'heure, donc nous avons une pause bien méritée. Vous avez pu voir les petits dessins réalisés en direct. N'hésitez pas à rejoindre la communauté The Human Advantage. Si vous avez des idées à partager, gardez-les et partagez-les avec nous cet après-midi. Nous serons de retour d'ici à peu près 1 heure. Richard, Canol, si vous êtes en Asie ou à Singapour, bonne soirée à vous. Si vous êtes en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient, bon appétit à vous tous et on se retrouve environ vers 14 h, heure de Paris, 13 h, heure de Londres. À tout à l'heure.